Salut! J'espère que tout le monde m'entend bien, me voit bien. Bien. Deux. Et là, t'es pas très actif. Mid. Sentir un peu seul. Un petit peu. Salut Yannick. Oui, on est déjà mercredi. On passe un peu trop vite. Bon, on va démarrer tranquillement. Hop. J'espère que tu vas bien, Yannick. Du coup, aujourd'hui, j'avais deux grands sujets en tête à aborder. Le premier, c'est la nouvelle version de Python, puisque depuis lundi, très précisément, il y a une nouvelle version de Python qui a été publiée. Du coup, je me dis que c'est une bonne occasion de voir qu'est-ce qui se passe d'abord quant aux évolutions de Python en lui-même, et puis également que, que ça peut vouloir dire pour nous en tant qu'utilisateurs et développeurs quand il y a une nouvelle version qui arrive. Alors concrètement, donc les numéros de version de Python, c'est quelque chose qui est assez simple et assez standard. On a ici le version principale, donc c'est-à-dire version 3. Je crois qu'on en avait parlé lors du tout premier live, mais il y a grosso modo aujourd'hui deux versions principales du langage qui cohabitent, même si on n'utilise plus maintenant la version Python 2, mais elle existe encore pour certains utilitaires système notamment. Et aujourd'hui, la plupart en tout cas les gens un peu civilisés entre guillemets, utilisent Python 3. Donc ça c'est un premier point. Python 3 en lui-même existe déjà depuis pas mal d'années, je pense que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Mais je connais pas exactement la date de publication d'ailleurs, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup il y a des versions intermédiaires de tout ça. Typiquement aujourd'hui, donc la version 3.11, donc la 11e version. Et en fait ces versions 3. quelque chose à chaque fois ont apporté des fonctionnalités supplémentaires. Des choses qui n'étaient pas forcément présentes au départ, et puis qui vont petit à petit faire évoluer le langage. Et puis après, on va retrouver, donc là, on est sur la version 3.11.0 comme on peut voir ici. Et puis on verra également, si vous avez fait attention dans les lives précédents, des versions intermédiaires encore, donc 3.11.1 par exemple, lorsqu'il va falloir faire des petites mises à jour. En général, c'est surtout pour des patchs, des debugs, etc. Même si parfois il peut y avoir également des petites nouveautés également
qui apparaissent. Je vois que Aymen nous fait le plaisir d'être là également. Bonjour Aymen, plaisir de te rejoindre, de te retrouver ici. Euh, et bienvenue à toi. Alors concrètement, la nouvelle version donc, de Python 3.11, qu'est-ce qu'elle nous apporte concrètement pour nous? Déjà un premier point, et c'est là où c'est intéressant d'aller toujours jeter un petit coup d'œil. Là, je suis sur le site officiel de Python et je lis la release note, donc la note de publication de cette nouvelle version. En fait, c'est tout simplement un résumé des grandes mises à jour qui ont été proposées. La première grande mise à jour, et celle-là, elle est vraiment très intéressante, c'est qu'on nous annonce un langage qui est 10 à 60% plus rapide par rapport à la version précédente. Euh, et en moyenne 25% plus rapide. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les interpréteurs qui sont derrière notre code sont plus rapides qu'auparavant. Et donc, ils sont capables de faire des opérations de base, on va dire, de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Ça, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire que notre code va être plus rapide également, sans qu'on ait besoin de faire particulièrement d'efforts. Même si après, très sincèrement, à notre petite échelle, je doute qu'on voit vraiment une différence, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est une première information intéressante. Et puis après, donc comme on peut le voir, il y a plein d'autres trucs qui sont notés. Et puis ensuite, on peut accéder aux détails. En gros, l'évolution du langage, elle se fait avec donc c'est PEP plus un identifiant qu'on voit ici. C'est des sortes de formes de discussion, on va dire, où quelqu'un propose une nouveauté, elle est discutée, et puis si elle est adoptée, les gens se chargent ensuite de la développer et l'intégrer à la prochaine version. Ici, alors moi j'ai rapidement parcouru la liste et puis regardé un petit peu de quoi il s'agissait. J'ai retenu certains trucs qui vraiment ont attiré mon attention au-delà du fait que le langage en lui-même était plus rapide. Et notamment, on a ce premier point ici où on nous dit que les exceptions peuvent être enrichies avec des notes. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il nous raconte. Il nous raconte pas grand-chose en fait sur cette première petite explication. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, si on va voir peut-être un peu plus de détails, c'est que, alors c'est une notion qu'on n'a pas encore trop vue ensemble pour l'instant, mais donc on va avoir dans certains cas le besoin de envoyer des erreurs, donc et des exceptions. Et jusqu'à maintenant, en fait, une fois qu'une erreur était générée, une fois qu'elle était générée avec ce genre de ligne, et bien tout simplement, on pouvait plus y toucher. On pouvait éventuellement la capter et puis la modifier et en renvoyer une autre, mais c'était un peu fastidieux. Et du coup, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est présente maintenant, qui nous permet d'ajouter des notes, donc d'ajouter en fait des informations supplémentaires. Grosso modo, ça veut dire compléter le message d'erreur qui est envoyé par l'émetteur de l'erreur. Donc ça, en tout cas dans mon expérience et dans un cas de dev que j'ai pu avoir à gérer, je sais que ça va m'être utile. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et qui simplifie justement cette un petit peu compliquée. Il y a d'autres points par rapport aux exceptions qui ont été également ajoutés, notamment le fait de pouvoir les grouper, etc. Bon, ça, moi, j'avoue que je suis bien conscient que ça doit être très intéressant, mais je me sens un peu moins concerné. Et puis, il y a un deuxième point, par contre, qui a un peu plus attiré mon attention et qui lui aussi est en début de liste. C'est le fait d'intégrer plutôt au langage et donc au noyau, on va dire, de Python, le support d'une autre librairie de gestion de fichiers de configuration. Ça encore, c'est une notion qu'on n'a pas encore évoquée ensemble, mais qui va nous être très utile pour gérer des informations de configuration dont on va avoir besoin parfois, comme des clés d'API ou ce genre de choses-là. C'est bien de les stocker dans un fichier. Et pour autant, on n'a pas forcément envie qu'elles se retrouvent en clair sur Internet dans un dépôt Git, par exemple. Donc c'est intéressant de pouvoir externaliser ces choses-là et pas les intégrer directement dans notre code. C'est
pour ça qu'on va utiliser des fichiers de configuration. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs manières de faire ça dans les versions antérieures de Python. Et notamment, il y a une librairie standard qui s'appelle config parser, mais qui n'est pas parfaite parce que il y a pas mal de choses sur lesquelles elle a du mal à gérer, par exemple des éléments type list ou ce genre de choses-là. Et du coup, il y a une librairie enfin, un format de fichier de configuration, donc le TOML, qui n'a pas grand-chose à voir avec Python à la base, et qui permet de faire les choses un petit peu plus proprement que ce que proposent les fonctionnalités de config parser. En réalité, il y a déjà des librairies non standards gestion de ces fichiers-là, TOML en Python. Là, le choix qui a été fait par les gens qui gèrent le langage, c'est d'intégrer une de ces librairies-là directement dans le noyau Python et du coup de rendre ça une librairie standard. Donc ça, c'est intéressant parce que bah, ce format de fichier de configuration est un peu plus élégant et un peu plus pratique à utiliser. Et du coup, ça va nous permettre de faire des choses un peu plus durables encore. Et puis après, alors il y a plein d'autres petites optimisations et ajouts, des choses qui, dans un usage purement SEO, vont avoir assez peu d'impact pour vous. Mais c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Heu, pour prendre un petit peu plus de recul par rapport à ces publications de nouvelles versions de Python, en fait, moi j'aime bien quand même regarder ce qui se passe parce que, bah, au-delà des quelques nouveautés comme ça qui peuvent attirer notre attention, ça permet aussi, d'essayer de se sensibiliser à, bah, comment travaillent les vrais développeurs, les gens qui font leur métier bien mieux que des «amateurs» entre guillemets comme moi en tout cas. Et du coup, ça permet également de se remettre un petit peu, d'essayer de s'inspirer de bonnes pratiques et puis de progresser comme ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, donc il y a une nouvelle version de Python qui est sortie. C'est cool, ça veut pas dire qu'il faut se jeter dessus tout de suite. Déjà un 1er constat, donc je me suis un petit peu amusé à faire quelques trucs, mais un premier constat, c'est que si je demande à Env de me rappeler la liste des versions de Python qui sont disponibles à installer dans mon gestionnaire d'environnement virtuel, je peux voir que la version 3.11 officielle, elle n'est pas encore disponible. J'ai la version de développement ici, et puis j'ai la première release candidate, donc en gros c'est version de pré-prod, on va dire. En pratique, il y en a eu 2, je crois, pour cette itération-là. Surtout, ça veut dire que bah, la vraie version n'est pas encore disponible dans Pienv et il est probablement un petit peu chiant de devoir l'installer moi-même et gérer ça avec Pienv. Déjà, un premier point, c'est que je peux éventuellement m'amuser avec 3.11 RC1, mais j'irai pas au-delà de ça. Romain qui vient de nous rejoindre. Salut Romain, bienvenue à toi. L'autre point, c'est également que, bah, tant que, c'est pas un peu utilisé par des vrais développeurs, des vrais utilisateurs, il y a probablement plein de petits bugs, qui n'auront pas encore été trouvés, notamment sur toutes les nouveautés. Donc c'est toujours intéressant de laisser passer un petit peu de temps avant de se jeter sur une nouveauté de ce type-là. Et puis comme ça, on va pouvoir, profiter peut-être de la version 3.11.1 par exemple, qui sera un petit peu plus stable, un petit peu plus corrigée. Et puis comme vous pouvez le voir, bah, on a des versions parfois qui ont pas mal de patchs. Si je regarde la 3.9 par exemple ici, ils sont montés jusqu'à la 3.9.13, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de petites évolutions. Euh, Sachant que, je pense que vous l'aurez déjà remarqué, mais une fois qu'on a choisi une première version pour un projet donné, il n'y a pas trop de raison de changer de version Python, sauf si vraiment on a des côtés incroyables. Mais a priori, c'est pas trop nécessaire. Voilà pour ça. Je vois que Romain nous parle de Anaconda. Alors effectivement, Anaconda, au-delà de l'aspect cinématographique, c'est aussi une distribution de Python, on appelle ça comme ça. Donc en gros, il y a des organismes, on va dire,
différents types qui proposent en fait leur propre version de Python, basée sur les versions officielles, mais avec soit des fonctionnalités en plus ou en moins. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a plein d'autres. Et, du Miniconda par exemple, pour aller dans le mini d'Anaconda. Euh, Personnellement, j'ai pris l'habitude de ne pas utiliser ces versions un peu exotiques parce que bah, ensuite on se retrouve parfois avec des problématiques de compatibilité avec certaines librairies et puis on a parfois un peu moins de, euh, de documentation également, donc c'est pas toujours évident. Mais il y a quand même certaines distributions qui sont très très populaires et notamment Anaconda, puisque de mémoire c'est quelque chose qui est livré avec un IDE standard. Moi, je l'utilise pas comme ceux qui ont déjà suivi les lives le savent, je ne n'utilise pas du d'IDE, donc je suis tranquille de ce côté. Voilà pour cette nouveauté de Python. J'ai quand même parlé un quart d'heure de tout ça, alors je pensais que ça allait durer 5 minutes. En tout cas, bah, je pense qu'on utilisera, dans les prochains lives, probablement la version 3.11, et puis on essaiera également de, s'inspirer du coup de ces nouveautés-là, à suivre au prochain épisode. Hop, je vais de l'onglet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre, pour un dernier épisode justement, notre, notre notebook de, d'analyse de crawl. Donc, pour rappel, pour ceux qui étaient là ou pas, on a repris un vieux notebook que j'ai fait il y a quelques années déjà, qui prenait en entrée des fichiers issus de Screaming Frog et qui proposait différentes petites analyses pour, en gros, commencer par faire quelques graphiques, et cetera. Et puis, essayer d'avoir une base pour ensuite aller un petit peu plus loin et compléter les fonctionnalités qui, en tout cas à l'époque, sur Screaming Frog n'existaient pas et pour certaines n'existent peu importe. L'idée là, c'était de faire cet exercice en se disant que bah, on allait adapter le notebook à un autre crawler, c'est-à-dire à Crawl. Donc, Crawl, c'est un projet de crawler open source que je développe dans mon temps libre, sachant que mon temps libre est assez rare, je ne le développe pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de m'amuser un petit peu avec des notions de crawler et de tester certaines fonctionnalités, on va dire, qui ne sont pas forcément présentes par ailleurs. Je pense qu'on reparlera de crawl au-delà de cette analyse en Python pour essayer de le faire évoluer également. Et on a Sipai qui vient de nous rejoindre. Salut Écribouille. Du coup, pour reprendre notre notebook, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est aller un petit peu plus dans des choses qui vont nous intéresser, on va dire. Donc, je vais recharger rapidement les données qui m'intéressent. Pas trop besoin. Hop, ça m'intéresse. Voilà, donc là, en fait, on avait fait, pour rappel, un petit script pour catégoriser nos URL. Donc, typiquement, pour pouvoir dire que ceci, c'est la page d'accueil, que /blog, c'est le blog, etc., etc. On pourrait faire plein de choses avec ça, mais pas forcément très intéressant. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de PageRank. Je pense que le PageRank, on est tous conscients ici que c'est une information très importante dans le milieu de SEO. Donc, puisque le but ici, c'est de parler de Python pour le SEO, et ben, c'est plutôt adapté. Le PageRank, donc je vais pas vous parler de la théorie, etc., essayer de vous convaincre que c'est important ou pas. J'espère que a besoin là-dessus. Si pas, il y a un PR7. Pas sûr qu'il soit toujours PR7 depuis le temps, mais
Bon, on attend avec impatience la prochaine Google Dance. Euh, En tout cas, donc le PageRank, c'est un algorithme qui est tout à fait public et basique, on va dire. Euh, Il y a des détails qu'on ne connaît pas sur la manière dont Google, par exemple, va calculer et utiliser le PageRank, mais en tout cas, la formule en elle-même, elle est tout à fait disponible. Yannick a un père fouettard. Ah là là, je me demande si c'est un rapport avec l'odeur, mais Euh, en tout cas, en Python, concrètement, on a plusieurs méthodes pour calculer le PageRank. Euh, Typiquement, alors j'avais fait un article il y a un bon moment maintenant sur Databule pour comparer. Voilà. Ah, donc il date de mars 2018, donc ça date un petit peu. Donc je comparais ici plusieurs méthodes de calcul du PageRank. Et concrètement, on avait utilisé trois. Donc la première, c'est probablement ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est une fonction qui est intégrée directement dans une librairie Python qui s'appelle igraph, qui est très utile pour plein d'autres choses, et y compris pour le calcul de PageRank. On a également une librairie qui s'appelle NetworkX, qui permet plein de choses également sur le graph, y compris le calcul de PageRank de plusieurs manières. Et puis on a Thomas Larvillier, donc ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des salariés des X-Labs, puis maintenant de Babar, travaille depuis des années avec Père Perronnet. Là, il a oublié sa carte d'emprunteur pour la librairie. Et bien, c'est bien dommage, je ne comprends pas le rapport, mais c'est bien. En tout cas, voilà, donc j'avais comparé à l'époque trois méthodes, on va dire, pour calculer le PageRank. Alors, c'est un benchmark qui vaudrait peut-être le coup de mettre à jour aujourd'hui, puisque vu que ça date de 2018, euh, probablement des nouvelles versions de ces librairies-là disponibles aujourd'hui, et peut-être que ça a changé des choses. En tout cas, le constat à l'époque, il était assez simple. Alors, j'aurais peut-être dû faire un petit graphique, histoire que ce soit lisible. Mais grosso modo, la méthode la plus rapide pour calculer le PageRank, c'est d'utiliser igraph. Donc igraph, qui est une librairie dont on va parler juste après. Concrètement, les autres méthodes peuvent avoir leurs avantages, mais on peut voir qu'au fur et à mesure que le nombre de nœuds ici et puis de liens augmente, l'écart peut être très 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 significatif en termes de temps de calcul du PageRank entre igraph qui reste toujours très très rapide, puisque là on est sur un calcul en millisecondes, et on peut voir que là ça me prend 118 millisecondes, alors que sur une des versions de NetworkX, je suis à plus d'1 million. Et là, ça commence à être sérieusement significatif en termes de temps passé. Euh, et donc, CPI est en train de comparer le temps d'enregistrement et de la diffusion. Bah oui, il y a toujours un petit peu de lag, tant que tout ça soit encodé et traverse les internets. En tout cas, voilà, donc c'est intéressant d'utiliser NetworkX notamment parce que ça va nous permettre d'autres choses sur la gestion des graphes, et notamment, on en parlera, je pense, à un cadre ou dans un autre, mais ça nous permet de générer très facilement des fichiers qu'on va pouvoir intégrer dans Gephi, ce logiciel de manipulation de graphes bien connu dans la sphère SEO. Dans Gephi, on peut intégrer des fichiers qui sont directement générés par NetworkX, et ça, c'est bien pratique. C'est beaucoup plus compliqué à faire avec igraph, par exemple, et puis ce serait encore plus utile avec une méthode manuelle qui est quand même tout à fait compétitive sur des volumes, et qui évidemment est moins rapide qu'une librairie super optimisée pour ça. Voilà donc pour ce petit benchmark. Et du coup, bah, on va devoir utiliser notre librairie. Donc, ton igraph concrètement, donc on va déjà devoir l'installer.
Qu'est-ce que c'est que igraph? En fait, c'est j'ai l'impression d'être sur le bon site là. Je suis en train de lire un petit peu, mais je comprends pas trop ce qui se passe. Package is deprecated, donc on me dit qu'en gros ce projet n'existe plus. Ok. Ouais, je pense que je suis vraiment pas au bon endroit. Ok, donc en gros, igraph, donc c'est un package qui existe dans plusieurs langages. On a donc une librairie en R, en Python et puis C par exemple également. Igraph M, je sais pas ce que c'est, peu importe. Euh, Si j'avais bien l'air d'être au bon endroit, bah écoutez, voir si ça marche, hein. En tout cas, voilà, donc je vais installer cette librairie-là. Je vais peut-être aller regarder avant d'installer si j'ai bien les algorithmes qui m'intéressent. Et si ça a l'air d'être bon. Bah je vais rêver. Ok, alors allons installer Python igraph. Hop. Voilà, donc pas grand chose à signaler. On me dit c'est qu'il y a une nouvelle version de pip qui est disponible. Alors là je reviens sur les mises à jour de Python que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait c'est un grand classique. En parallèle des mises à jour du langage en lui-même, il y a également tout un tas d'utilitaires, on va dire, qui vont se mettre à jour, y compris pip. Donc ça ne coûte pas grand-chose de le mettre à jour. Et puis ça évitera qu'ils nous disent qu'il faut absolument le mettre à jour. Pas grand-chose. Voilà, on est passé sur pip 22.3. Donc je vais télécharger igraph, je vais pouvoir maintenant revenir sur mon notebook et puis l'importer. Alors par contre, il faut que je regarde comment s'installe, le package parce que de mémoire, ah non, c'est bien. Ok, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc dans igraph, en fait, la première étape que je vais devoir faire, si je regarde très rapidement leur tutoriel, la première étape que je vais devoir faire, c'est créer un objet graph en lui fournissant la liste de mes nœuds, donc des pages de mon site, et puis la liste des, euh, des liens entre ces pages-là. Concrètement, pas grand-chose de très particulier là-dedans. Le truc, c'est que moi, j'ai deux data frames que je vais devoir utiliser. Le premier, donc, s'appelle URL. Ça contient toutes ces infos-là, et a priori, il y a plein d'infos que j'ai pas forcément envie d'embarquer dans ces calculs-là. Et puis le deuxième qui doit s'appeler links. De la même manière, voilà, on a une notion qu'on va pouvoir peut-être utiliser tout à l'heure de poids. Et tout ce qui va être encre, par exemple, etc., on n'a pas forcément besoin. Mais par contre, il va falloir que je formate ça pour que ce soit dans le bon format pour que igraph le prenne bien en compte. Et alors pour ça, moi j'ai une petite astuce. Donc là, je vous avoue, je suis en train de regarder sur un deuxième écran le code que j'ai fait histoire de gagner un petit peu de temps. Mais en gros, je vais devoir envoyer à igraph une liste de
liens, donc on appelle ça par exemple une matrice d'adjacence pour ceux, qui connaîtraient ça. Et l'idée en fait tout simplement, c'est, de prendre juste ces 2 colonnes-là et de dire voilà, mes liens c'est, ça vers ça, ça vers ça, ça vers ça, ça vers ça, ça et pour ça, je pense que je peux commencer par faire un 1er truc et donc là, qu'est-ce que je suis en train de lui dire tout simplement? Heu, c'est crée-moi une liste, donc c'est les premières accolades qu'on a ici, en créant un tuple. Donc un tuple, c'est tout simplement un couple de 2 valeurs, heu, un couple pour, chaque ligne qui est dans, mon data frame links, en se centrant uniquement sur run, source et target. Je fais ça concrètement, voilà ce que ça donne. Je vais avoir ma matrice d'adjacence avec l'URL source, l'URL cible à chaque fois. C'est ni plus ni moins que mes 2 colonnes ici, mais qui sont représentées sous un nouveau format. Donc ce truc-là, je vais pouvoir l'envoyer à, Graph pour créer un objet, Graph qu'on va appeler G. Par convention, on les appelle G majuscule. Et donc pour créer mon objet Graph, je vais lui envoyer une liste de tuples qui est donc tout simplement mon ma liste que je viens de créer, et je lui ai rajouté tout simplement deuxième info, je vais lui dire que ce sont des liens qui sont dirigés, donc il y a un sens entre les liens. Hem, Là, je vais faire un petit écart, de théorie des graphes, mais en gros, on a 2 types de graphes, ceux qui sont, dirigés et ceux qui ne le sont pas. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous avez des liens, dirigés donc de A vers B, ou bien est-ce que c'est simplement un lien dans les 2 sens entre A et B, donc on peut aller de A vers B, mais également de B vers A. Hem, Dans le web, on n'a que des liens dirigés. Donc ça, c'est un des points importants à retenir, c'est que, faut créer un graphe dirigé. Donc là, j'ai un objet graphe, je pense que si je l'affiche, voilà, il se passe pas grand-chose. Par contre, ce que je peux faire, c'est calculer le PageRank tout simplement. Hop, là, et là, donc je peux voir que j'ai, une liste avec plein de valeurs, qui sont les valeurs du PageRank de, tous les nœuds que j'ai envoyés. Donc ça, c'est bien intéressant, c'est cool, mais maintenant, il va falloir que je rapatrie ces infos-là pour les intégrer à mon dataframe URL pour pouvoir associer la valeur d'un PageRank avec la valeur de l'URL qui m'intéresse. Et pour ça, il va falloir parcourir en fait cette liste-là et puis essayer de, faire matcher, tout ça. Hem Et du coup, ce qu'on peut peut-être commencer par faire, c'est regarder ce qui se passe, je pense, parcourir, heu, voilà, donc en gros, dans mon objet graph, je vais retrouver pas mal d'informations. Hem, ah non, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas enregistré le PageRank directement. En tout cas, voilà, donc là, je peux parcourir, mon graphique, mon graphe, pardon, et puis, en fait, il va me donner toutes les, tous les noms des nœuds, qu'il a intégrés à son graphe. Il y a un lien YouPorn sur ce site? Bah, écoute, c'est possible, tu sais qu'il y a un blog, marketing très, très intéressant sur YouPorn. Je sais pas où tu l'as vu, mais c'est possible. J'en parle régulièrement de
ce blog YouPorn Marketing qui est tout à fait safe for work, mais bourré d'informations très intéressantes et qui permet du coup d'apprendre plein de choses sur ce milieu très avant-gardiste sur le web qui est le milieu du porno. Bon, en tout cas, je suis capable du coup de parcourir la liste de mes nœuds et puis bah, je peux également parcourir. Alors Yannick, je ne comprends pas ton langage, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je sais pas si c'est du marketing ou pas, mais j'imagine que dans l'équitation, il y a forcément besoin de vendre des prestations. En tout cas, donc voilà, mes deux listes ici, ça c'est une des petites astuces également, elles sont triées dans le même ordre, c'est-à-dire que le PageRank que je vois ici, c'est celui de ma page d'accueil, et ainsi de suite. Le problème, c'est que bah, il faut que je fasse matcher ces deux listes-là. Et du coup, bah, ce que je vais faire peut-être, c'est d'abord sauvegarder ça dans une liste qu'on va appeler PageRanks avec un S comme ça. On va réutiliser cet objet-là. On va se faire un premier compteur pour itérer sur cette liste-là, justement. Et puis, on va créer également un dictionnaire vide. Et l'idée, tout simplement, ça va être... J'ai mis PRDS, je pense que ceux qui savent sauront. Voilà. Il y a appelé SYBN aussi, mais... Ah. Et je vais m'arrêter là avec les private jokes. En tout cas, donc je vais pouvoir intégrer dans ce dictionnaire la valeur de mon nœud d'un côté, donc le nom de mon nœud d'un côté, et puis la valeur de PageRank qui correspond à ce. Et évidemment, il ne faut pas que j'oublie faire augmenter mon compteur, parce que si ça va pas marcher. Hop, et si je fais ça, j'obtiens évidemment mon petit dictionnaire où j'ai comme clé mon URL et comme valeur mon PageRank. Donc là, je vais pouvoir plus facilement réutiliser ça et le merger avec mon data frame URL. Hop. Typiquement, si je reprends URL et que je merge avec là, ce que je suis en train de faire en une seule fois, c'est on va peut-être faire une étape intermédiaire quand même avant. Je vais déjà transformer ce dictionnaire en un data frame. Ah, et du coup ça ne marche pas déjà. Bien fait de faire cette étape intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Non. Une liste. Voilà, donc là j'ai un data frame pour lequel j'ai une seule colonne qui est mon PageRank, et puis du coup j'ai un index que je vais pouvoir réutiliser. Voilà. Donc si je rapatrie mon index ici, je vais me retrouver avec la colonne URL ici. Je peux même faire encore un petit peu mieux. Et si je
renomme ma colonne index en URL. Voilà, là j'ai exactement ce qu'il me faut. Donc je vais pouvoir maintenant fusionner avec mon data frame URL. Et voilà, donc là j'ai bien pour chaque ligne de mon data frame la valeur de PageRank qui correspond. Donc ça c'est cool, c'est d'autant plus intéressant que une fois que le code est fait, et on peut voir que si je simplifie un petit peu, que j'évite de sauter des lignes là où c'est pas nécessaire, etc. Et mon code il va tenir sur peut-être 5 ou 6 lignes. Et c'est également plutôt rapide. Silence des agneaux qui arrive. Bonjour Silence des agneaux, bienvenue. On est en train de calculer le PageRank interne d'un site, si ça t'intéresse. Voilà. Comment je fais du SEO avec Python? Et ben justement, on se pose tous la question. Alors l'idée c'est pas de faire du SEO avec Python, c'est surtout de se servir de Python comme outil pour mieux faire du SEO justement. Et donc avoir des capacités d'analyse de données par exemple un peu plus poussées. Donc maintenant que j'ai mon data frame et les données de PageRank qui sont refusionnées, on va dire, je vais pouvoir par exemple faire un petit voilà, ça un petit peu. Voilà, donc là tout simplement je me suis fait un petit graphique avec la somme du PageRank interne par catégorie. Faut voir que du coup j'ai ma page d'accueil qui à elle seule prend quand même une bonne part du PageRank interne. Et puis le reste qui est réparti comme ça. Qu'est-ce qu'on analyse ici? Alors là, on est en train d'essayer d'analyser en Python les résultats d'un crawl de site qui a été réalisé avec un autre outil. Le tout dans un notebook. Donc le notebook, c'est ce que tu vois qui s'affiche ici. C'est un système qui nous permet d'exécuter du code directement depuis notre navigateur de manière séquentielle, on va dire. C'est-à-dire que chaque fois, j'ai une cellule de code et puis le résultat qui s'affiche, ça me permet d'avancer étape par étape au lieu d'avoir tout un script qui déroule d'un seul coup. Voilà pour ça. Donc, on vient de faire du coup ni plus ni moins que le calcul du PageRank interne d'un site en quelques lignes en Python. Alors, il y aurait évidemment pas mal de questions à se poser parce que là, j'ai pris la liste de mes liens de manière vraiment totalement brute. Je me suis pas posé la question de savoir si y avait du nofollow ou pas, par exemple. Il fallait prendre en compte ou pas les liens vers l'extérieur, etc., etc. Et du coup, d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que puisque mes pages externes ne sont pas dans le data frame URL, concrètement, je ne les ai pas pris en compte lors de l'affichage de ce graphique-là. Donc ça fait peut-être partie des choses à retravailler un petit peu, de se dire que on va pouvoir peut-être constater la quantité de PageRank qu'on envoie ou pas à l'extérieur. Moi, ce que je voulais vous proposer plutôt, c'était d'essayer d'aller un peu plus loin que ce simple calcul du PageRank. Alors, c'est quoi FR? C'est une catégorie sur ce site. Donc, le site, c'est le site de ma société, donc databulle.com. Et en gros, tu as deux parties. Tu as la partie anglophone et la partie francophone. Et donc, tout simplement
avec des règles de catégorisation, pardon, la partie FR. Je t'encourage à aller regarder les replays après si ça t'intéresse parce que tu verras du coup les étapes qui nous font emmener à tout ça. C'est plus simple et du coup les replays tu les trouveras sur YouTube, sur la chaîne de Datapull. Voilà, donc moi ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller un peu plus loin que le simple PageRank et du coup ça PageRank V2. Pour rappel, mon, heu, dans mon data frame des liens, j'ai cette colonne de poids qui pour l'instant ne nous sert à rien, mais qu'on peut justement utiliser dans notre calcul du PageRank. Donc le poids ici qui est calculé par le crawler, il est fait tout simplement en fonction de l'ordre des liens dans la page. Donc c'est pas très intelligent on va dire, mais ça permet quand même de donner plus de poids aux liens sur haut de la page par rapport à ceux qui sont dans le footer par exemple. Et du coup, on va pouvoir voir ce que ça change de prendre en compte pas le poids des liens lorsqu'on calcule le PageRank. Donc je vais reprendre en fait tout simplement mon code de tout à l'heure, hop, mais je vais ajouter en plus de la colonne source, la colonne target, la colonne weight. Hop, voilà, donc là on peut voir que à chaque fois pour chaque lien, j'ai en plus l'information du poids qui est transmise. Et il va me dire ensuite de reprendre donc ce code-là et en plus de ce que j'avais déjà, je vais rajouter une autre information. Je vais lui dire mes nœuds ont un attribut. Donc les attributs en fait c'est tout ce qui suit les deux premiers éléments de mon tuple. Et cet attribut tu vas l'appeler weight. Je pourrais mettre d'autres attributs si je voulais, par exemple je pourrais intégrer les codes réponses par exemple ou et les URL qui sont externes ou ce genre de choses-là. Et grosso modo, ce que ygraph va faire lorsque je lui envoie un tuple de plus de 2 éléments, c'est qu'il prend le premier élément comme étant la source du lien, le deuxième comme étant cible, et puis tout le reste, c'est des attributs, mais du coup, il va falloir que je lui dise comment il s'appelle cet attribut. Hop, voilà, donc ça pose pas de souci du côté de ygraph, et puis je reprends ensuite calcul de PageRank, ben, là aussi, il va falloir que je lui dise que du coup, j'ai des poids à utiliser dans la colonne qui s'appelle weight. Hop, là, ça n'a pas pris plus de temps que tout à l'heure. Comment je plus en fait? Peut-être essayer de gagner un petit peu de temps. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Voilà, donc là, typiquement, le calcul de mon PageRank amélioré, on va dire, il est fait. On a une nouvelle colonne PageRank Weighted qui est ajoutée. On peut voir que les notes sont pas tout à fait les mêmes. Typiquement, ma page d'accueil ici prend un peu plus de poids que qu'avant. C'est le cas également pour les pages qui suivent. Et les notes sont parfois assez différentes. Et ici, j'ai la page mention légale. Donc, mention légale, c'est un très bon exemple de page qui est dans le footer. Et on peut voir que là, pour le coup, mon PageRank interne qui était de 0.2 est passé à 0,08. Donc, l'objectif nous a l'air atteint. Mais pour s'en donner le cœur net, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être essayer de comparer mes informations. Hop, donc on va toujours regrouper nos pages par catégorie, mais ici, au lieu de faire un simple by count, je vais faire des agrégations. Hop, donc en gros,
la fonction AG, ici AGG, c'est une des fonctions bien pratiques qu'on peut utiliser avec un groupe by pandas et qui nous permet de faire en fait plusieurs opérations. Donc pas simplement une somme ou une moyenne ou ce genre de choses-là, mais le faire déjà peut-être de manière dissociée sur plusieurs colonnes et éventuellement également intégrer également des fonctions ou des méthodes de calcul perso. Donc c'est bien pratique et ça fonctionne de manière assez simple. Je lui dis que la colonne qui m'intéresse déjà c'est PageRank, je vais faire la somme et puis je vais faire en fait la même chose mais sur PageRank. Pardon. Que ça nous donne et voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et on a Nico qui arrive juste avant l'heure de l'apéro. Bien vu Yannick. Bienvenue Nico. Alors oui, tu arrives vraiment tard parce qu'on va bientôt s'arrêter là. Mais évidemment, les replays seront dispo sur YouTube comme d'habitude. Donc ici, voilà, on a notre petite comparaison qui est disponible et c'est assez intéressant. Ce que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est que vu que j'avais pas enlevé les liens externes, j'avais une somme de PageRank qui était pas tout à fait correcte. Et ici, on l'illustre bien puisque, bah, a priori, j'envoie, si j'utilise cette méthode de calcul de PageRank un peu améliorée, j'envoie plus de poids à mes pages internes et donc ça se voit sur le graphique. Ça veut dire que bah, concrètement, j'envoie moins de poids de PageRank à mes liens externes, mais vu que c'est une méthode qui est un petit peu bête et pas très réaliste, à prendre au pied de la lettre. Et alors, on me demande comment se fait le poids que tu mets sur les différentes pages. Donc, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais en gros, lors du crawl, l'outil va donner un poids aux différents liens en fonction de leur emplacement dans la page. Et concrètement, l'algorithme pour l'instant qu'on utilise est vraiment très très bête. C'est que on met un poids de 1 au premier lien et puis ensuite on descend progressivement pour faire en sorte que les liens qui sont en haut de page tiennent plus de poids et puis ceux qui sont en page. En tout cas, voilà donc pour cette petite comparaison. Encore une fois, il serait intéressant d'aller un petit peu plus loin et de regarder qu'est-ce qui est intéressant ou pas à prendre en compte en termes de calcul du PageRank d'une part, donc c'est-à-dire est-ce que je dois ou pas intégrer les liens nofollow, les liens vers des pages qui m'intéressent pas, les liens externes, etc., etc. Mais là, du coup, bah, vous avez la base pour faire justement ce genre de manière très très simple. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à tout ça? On peut voir assez vite du coup les limites de ce calcul de poids sur crawl qui est un peu limité évidemment. Comme je le disais il y a quelques semaines, un des objectifs qu'on va essayer d'atteindre ensemble justement, ça va peut-être être de mettre en place une méthode un peu plus poussée pour ce calcul du poids des liens, histoire notamment que les liens qui sont vraiment tout en haut de la page ne soient pas surpondérés. Concrètement, si je vais tout simplement sur la homepage de Databull, en fait le lien qui va toujours avoir le plus de poids, c'est celui-là, qui est le premier dans le code source. Sans d'être le lien le plus intéressant sur la page, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir plutôt poids sur les liens qui vont être un petit peu plus bas et dans le cœur du coup. Il faudra qu'on réfléchisse à la manière qu'on va pouvoir imaginer de ça simplement et efficacement lorsque l'on crawl ainsi. En tout cas, pour cette fois-ci, écoutez, je pense qu'on va pour une fois s'arrêter un tout petit peu plus tôt que d'habitude parce que peur qu'il est, ça vaut pas forcément le coup de se lancer dans autre chose. Voilà pour ça. Je pense que la prochaine fois, on va laisser un petit peu de côté ce côté
notebook et analyse de crawl. On y reviendra peut-être, futures aventures éventuellement et puis si vous avez des suggestions, des propositions de choses à améliorer là-dessus. Je vais essayer de me charger, en attendant de mettre un petit peu tout ça au propre et puis de le partager sur Git. Ce sera toujours plus utile, pour vous et plus facile à utiliser que, regarder des replays de de vidéos. Et puis du coup, les prochains sujets, alors j'ai pas encore trop décidé, ce que j'allais aborder la prochaine fois. On a une grosse liste de sujets possibles, mais je pense que, on va probablement se diriger du côté, des requêtes HTTP, notamment pour regarder ce qu'on peut faire avec des librairies, pour, «crawler» entre guillemets ou en tout cas récupérer des pages web et puis également, pour faire appel à des API parce que là aussi ça va être un gros plus dans notre boîte à outils que de pouvoir faire appel à des API. Donc plus d'infos, la semaine prochaine, donc toujours 17h mercredi, ce sera le 2 novembre si je ne me trompe pas. Voilà et puis, en parallèle également, on aura peut-être des hors-séries ou en tout cas des épisodes un peu particuliers parce que je suis en train d'essayer de mettre tout ça au point d'un point de vue technique déjà et puis également par rapport aux intervenants. Et ça aussi j'en avais un petit peu parlé, j'ai bien envie de faire des petites, interviews on va dire de développeurs, histoire d'avoir un peu des retours d'expérience, des conseils également sur, les bonnes pratiques, les bons outils à essayer d'utiliser lorsqu'on débute. Puisque, bah, le point, hein, c'est, d'essayer de progresser ensemble et de prendre les bonnes habitudes dès le début. Voilà, voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, à me solliciter plutôt sur Twitter parce que c'est là où je serai le plus accessible. Et d'ici là, et ben, n'hésitez pas à, coder un peu et moi je vous dis à la semaine prochaine.